Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler du fait que Google chercherait à créer son propre pays sur une île artificielle, mais est-ce que c'est un vrai projet et est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une entreprise pourrait un jour fonder son propre pays? Imaginez, pas de loi, pas de normes à respecter, un contrôle total sur les terres et les gens qui vivent dessus, littéralement le rêve. L'entreprise peut faire ce qu'elle veut, elle décide des normes bioéthiques, des conditions de travail et de, globalement, toute la vie des personnes qui vivent sur ces terres. Alors, est-ce que l'argent peut tout acheter du coup? Est-ce que l'argent pourrait acheter un pays? Des gens bien plus compétents que moi en ont déjà parlé. Alors oui, mais est-ce qu'on pourrait pas carrément en créer un? C'est ce que je me demande depuis 2020, l'année où j'ai fondé ma nation, Sérieusland. Pourtant j'ai tout fait, hein. J'ai un territoire, j'ai un gouvernement, j'ai un drapeau. Je vois pas comment je pourrais plus être un pays. Alors pour qu'un pays soit considéré comme état souverain, faut qu'il respecte les conditions de la convention de Montevideo que tous les états n'ont pas signé, mais... Oui, surtout que ça a été fait au sein de l'organisation des états américains, donc la plupart des pays sont des anciennes colonies. Et du coup, je suppose que pour le reste du monde, c'est un peu plus compliqué. Il y a 4 critères. Contrôler un territoire défini. Alors c'est assez simple à comprendre, il faut que le gouvernement puisse contrôler les terres, contrôler les citoyens qui vivent dessus et garantir un état de droit. Du coup, acheter un terrain dans un pays qui existe déjà, évidemment ça ne compte pas. Enfin, à moins que pour X ou Y raison, t'arrives à appliquer tes propres lois dessus. À savoir d'ailleurs que ça contient aussi l'espace aérien. Et je précise aussi que l'espace ou l'Antarctique, ça compte pas à cause des différents traités internationaux. Et Internet non plus, malgré ce que certains ont essayé de faire. Oui, perso, j'ai déjà essayé de vivre dans Internet, ça n'a pas marché. Abriter une population permanente. Tu peux pas tricher, faut que des gens habitent ici à l'année. Pour l'espace, une fois de plus, ça va être compliqué. Faut que la population soit capable de soutenir la superstructure de l'État et qui est payer des impôts. Mais au moins, il n'y a pas de minimum de population, hein. Tu peux faire ton pays tout seul, comme pour le territoire d'ailleurs, hein. 1 mètre carré ça suffit. Après, tu peux toujours essayer de faire plus que le Vatican, ça doit être possible. Un gouvernement, ouais, comme je l'ai dit plus tôt, il doit être capable de créer une loi et de l'appliquer sur ces sujets, donc RIP les utopies anarchistes. Vous n'êtes pas des vrais pays les gars. Une capacité à pouvoir entrer en contact avec les autres états. Ouais, il faut pouvoir dialoguer avec les autres pays, avoir des vraies relations internationales. Et c'est là que ça pêche pour la plupart des projets. Parce que oui, étrangement, les États-Unis ont jamais envoyé de diplomates à Agvisland, et on attend toujours la réponse de la France au traité de paix demandé par Sérieusland. Personnellement, mon plan c'est d'accoster Macron pendant un meeting. Alors il y a aussi une liste de membres de l'Organisation des Nations Unies, vu que l'organisation sert littéralement à favoriser la coopération internationale. Mais le problème c'est qu'il y a des états qui correspondent aux 4 critères, mais qui sont pas membres. Genre le Somaliland qui contrôle tout le nord de la Somalie, et qui est littéralement plus stable que la Somalie. Il y a aussi 2 états observateurs, le Vatican et la Palestine, et 2 états reconnus mais ni membres ni observateurs, les îles Cook et Niue. Donc c'est un peu le bordel. Donc il y a aussi des mouvements séparatistes, dont je vais pas faire la liste, qui contrôlent certaines zones et qui sont souvent soutenus par des vrais pays. La Russie adore faire ça. Et donc ces mouvements-là sont pas considérés comme des pays par l'ONU. Du coup on pourrait finalement croire que le seul vrai critère c'est d'être connu par les autres pays finalement. Mec, je suis pas mouvement séparatiste. Dans mon gouvernement, on est 3 et je contrôle pas mon île dans l'océan Indien. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis désolé pour toi, mais la seule solution qui te reste en fait, c'est les micronations. Bon par contre c'est pris au sérieux par personne, c'est un peu la solution Wish quand il y a vraiment rien d'autre. La différence entre les pays non reconnus et les micronations, c'est que c'est pas pareil. En général, c'est surtout parce que c'est un petit peu moins crédible d'un coup. C'est souvent 4 pélos à moitié bourrés qui se sont dit et si je crée mon propre pays? Ah là là, marre de payer des impôts à Macron, à pas la Macronie. La seule contrainte, c'est qu'il faut un groupe avec une identité commune, qui a un vrai projet, qui tente d'établir une vraie nation avec un gouvernement plausible. Qui tente. Alors globalement, il suffit de dire que tu veux le faire et c'est fait. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, j'ai toujours pas ma page Wikipédia personnellement. VGV, ennemi de la nation. Mais pourquoi je vous en parle alors que ça a aucun rapport? Bah parce que c'est drôle. Et aussi plus ou moins parce que certains pays qui avant pouvaient être considérés comme des micronations ont aujourd'hui accédé à l'indépendance pour devenir des vrais pays. Bon, il y en a que 3. Israël, le Liberia et Bougainville qui prendra son indépendance dans les prochaines années, c'est acté. Une micronation peut être un mouvement crédible, comme celle qui s'est créée sur l'île d'Anguilla en 1967, pour refuser d'être administrée par la même entité que Saint-Christophe et Niévès, des îles voisines également contrôlées par les Anglais. Bon, après ça reste rare quand même. Alors les micronations ont des relations entre elles, il y a même des conférences de micronations, s'il y en a une en France j'y vais. Ils ont souvent comme point commun l'émission de monnaie, de titres de noblesse, et de n'importe quoi qui peut faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses et faire genre que c'est un vague vrai état. Envie de créer un Tipeee pour pouvoir devenir noble de Sealand. Bon voilà, la phase d'explication chiante est terminée, on va maintenant passer en revue différentes micronations et les examiner avec nos 4 critères pour voir si elles peuvent être des vraies nations. Spoiler non. Et on va rigoler parce que comment dire qu'il y a des trucs assez exotiques à l'aide. Oh my god, bro.
Alors le record en termes de je revendique n'importe quoi, c'est l'Empire américain, qui revendique une maison à Montréal, ambassade de tout le reste, Poury Water, je sais pas ce que c'est, et des endroits random au sud de l'Australie, en Nouvelle-Zélande, la planète Mars, l'hémisphère nord de Pluton et une planète imaginaire, Verdun. Oui, alors je précise que leur devise officielle, c'est ça. Je vais essayer de la lire au maximum que je peux. The world is ridiculous, let's keep it that way. J'ai envie de mourir. Mine de rien, leur empire fait la taille de la Polynésie, 4000 km², enfin de la partie terrestre je suppose. Alors l'empire a eu beaucoup de succès, notamment grâce à son site ouvert en 97, 10 ans après la création de la nation, par Eric Lys, un Québécois. C'était un délire d'enfance globalement. Oui, alors le site fait un petit peu mal aux yeux aujourd'hui. Mettez du CSS s'il vous plaît les gars. Leur fame vient surtout d'un article du New York Times en 2000 qui qualifie le site d'un des sites les plus originaux en matière de micronation et ils ont atteint jusqu'à 500 membres. D'ailleurs ils ont même une religion, le culte du grand manchot, bande d'hérétiques. Mais en France, nous ne sommes pas en reste avec le Sauget. C'est un assez grand territoire de 5000 habitants, avec une dizaine de communes, et pour capitale, Mont-Benoît. Alors c'est dans le Jura, dans la vallée du Doubs, et c'est déjà un territoire avec une culture assez unique de base, avec même un ancien dialecte, le saugien, un parler sauget dérivé du franco-provençal. Ils ont même un hymne. Les Saugets ont dans leur gosier des mots que personne ne sait comment rouler. D'accord. Si bien qu'en 1947, lorsque le préfet du Doubs, Louis Ottaviani, passe déjeuner à l'hôtel de l'abbaye, le patron lui demande s'il a un laissez-passer pour entrer en République du Sauget. Georges Pourchet, le patron, il avait plus dit ça sur le ton de la blague, hein, ça n'existait pas encore à l'époque, mais Ottaviani est rentré dans le délire et lui a répondu « Monsieur Pourchet, expliquez-moi donc cela !» Et c'est ainsi qu'il découvrit tout le lore du Sauget. Alors finalement, le préfet déclara « À une république, il faut un président, et bien je vous nomme président de la République libre du Sauget. » Georges Pourchet fut ainsi le premier président d'un pays qui n'existe pas à l'aide. Alors l'élément central de tout le lore et de la culture saugienne, leur culture, c'est l'abbaye de Mont-Benoît. C'est autour de cette abbaye qu'a été fondée la ville, en hommage à un ermite qui vivait sur les lieux, à l'époque où cette partie du Jura était globalement assez déserte. Suite à la mort de Georges Pourchet, donc le premier président, sa veuve fut élue à vie pour lui succéder, suite à une récolte de fonds pendant une kermesse. Budget. En fait, c'est plus ou moins une reine qui a apparemment été élue à l'applaudimètre, et à sa mort, c'est sa fille qui lui a succédé en 2006. Après une seule année de règne. Bon, c'est un peu le personnage emblématique de la République du Sauget. Cependant, nouveauté depuis la dernière fois que j'en avais parlé, dans une vidéo qui, spoiler, n'est pas très bien. C'est maintenant son ancienne première ministre qui a pris la succession. Faut suivre, hein, il s'en passe des choses dans ce pays. La République a d'ailleurs eu dans le passé sa propre chaîne de télé, c'est-à-dire quelques minutes par jour sur les chaînes régionales de France 3, et ceux de 89 à 95. Bon, enfin, ça compte. Qu'est-ce que je regarde? Ce truc a reçu un prix. Enfin, ça peut pas être pire que leur site. Ah. Ils ont aussi une compétition sportive droite-gauche, je sais pas par où j'arrive, les 24 heures du Sauget. Aussi des timbres émis par la Poste, la vraie Poste, et un gouvernement qui se réunit dans l'abbaye. Bon, alors je sais pas quel genre de décision ils peuvent bien y prendre, vu que c'est globalement l'État français qui gère tout, mais enfin bon. Et d'après ce documentaire, enfin c'est sûrement scénarisé, ils ont apparemment des gardes aux frontières, un emploi fictif. Par contre, il faut vraiment que j'aille dans cet endroit. Bon, c'était marrant, mais en vrai, ça reste juste quelques trucs culturels un peu bizarres et décalés dans des communes françaises qui restent soumises à la loi française. Donc, vous perdez un badge, les gars. En 1948, Russell Arundel, un marin, découvre une île au sud de la Nouvelle-Écosse pendant une pêche au thon et il décide de l'acheter pour 750 $. Il y construit une maison en pierre à l'arrache pour chill avec ses potes et la légende raconte qu'ils ont créé la République d'Outer Baldonia dans cette cabane autour d'un verre de rhum. C'est littéralement ce que j'avais dit tout à l'heure, 4 pélos à moitié bourrés, et c'est ainsi qu'ils ont écrit la Constitution. Voilà, moi quand je suis bourré, je fais des dessins en pissant. Eux, ils écrivent des constitutions. Après, ceci dit, la constitution précise que pour avoir la nationalité, il faut attraper un thon rouge. C'est vraiment Pêcheland, c'est leur seule culture. Et c'est ainsi que Russell devient le prince des princes de la principauté qui, dans les années 60, accueille quelques marins acadiens venus faire escale. Aussi un berger qui est venu s'installer, je sais pas ce que tu foutais là frérot, mais toujours est-il que l'île a toujours plus ou moins été connue pour ses moutons. Alors ce qui est ouf, c'est que comme cette micronation là, elle est assez vieille, le concept était assez nouveau pour l'époque, ce qui fait que Russell a été invité à des vraies soirées de l'ONU avec des diplomates, des ambassadeurs du beau monde. Et lui, no fake, il est venu en costume traditionnel,
constitué de boîtes de sardines. J'ai rien de plus à ajouter. Et du coup, il a pu faire une demande officielle d'adhésion à l'ONU qui bizarrement n'a pas été acceptée. Mais il y a eu du lore et du lore et du lore, ce n'est toujours pas fini puisqu'ils ont été en conflit avec l'URSS. Ce qui fait que du coup on peut peut-être leur donner un badge en plus. En gros, Russell les avait accusés de venir pêcher dans l'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord c'est sa zone, c'est à lui les gars. Enfin bizarrement l'URSS n'a pas répondu, ce qui n'a pas empêché Russell de leur déclarer la guerre avec une flotte renforcée d'entre 20 et 100 navires de par la présence de l'Armdale Yacht Club. L'URSS a juste répondu avec des articles de presse. Ça compte comme reconnaissance internationale moi je dis. Finalement la principauté disparaîtra finalement en 1973 suite à la revente de l'île par Russell à la Nova Scotia Bird Society qui en a fait un refuge et un sanctuaire pour les oiseaux. Et oui, c'est dur de trouver un territoire et de l'administrer. C'est pour ça que certaines micronations n'en ont juste pas. Vous n'avez pas compris le concept les gars. Comme NSK, Neue Slowenische Kunst, ça veut dire nouvel art slovène, c'est en allemand, j'ai pas besoin de Google Traduction. C'est un regroupement d'artistes slovènes, dont beaucoup de musiciens. Et pourquoi il y a la Corée du Nord partout sur leur site? En fait, apparemment, il se trouve que leurs œuvres reprennent l'esthétique des anciens régimes totalitaires. Malgré que ce soit des Slovènes ou à savoir que le mouvement existe quand même depuis 1984, donc l'époque de la Yougoslavie. Bon, je vais vous lire la devise pour que vous compreniez bien que ça n'a absolument aucun sens. État dans le temps, État sans territoire physique et sans frontières nationales, État d'esprit. Ah oui, ça veut rien dire. Enfin, ceci dit, ils ont quand même un bout de terrain au Kosovo aussi maintenant, apparemment. Du coup, c'est un vrai pays, je suppose. Mais devant l'impossibilité de contrôler un vrai territoire sur Terre, certains ont tout simplement décidé de coloniser l'espace. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit avant, les gars. C'est le cas d'Asgardia et Celestia. Mine de rien, ils ont quand même réussi à envoyer un satellite de la taille d'un pain dans l'espace. Me demandez pas comment ni pourquoi ils ont fait ça. Le pire, c'est qu'ils ont vraiment eu pour objectif premier degré de se faire reconnaître par les Nations Unies. Avec leurs 1 million de citoyens, c'est juste des gens qui ont rempli un formulaire. Leur objectif étant de créer une base scientifique dans l'espace en accès libre. Ça existe déjà. Bon, dans l'espace c'est mort, mais figurez-vous qu'il existe encore des endroits sur Terre, la vraie terre ferme, qui appartiennent à aucun pays, aka les Terra Nullius. Bon, je vais pas vous mentir, il y en a la plupart, c'est juste à cause de problèmes frontaliers entre les pays. Par exemple, la Serbie et la Croatie sont séparées par le Danube, mais un fleuve dans le temps, ça bouge un petit peu. Alors pour la Serbie, c'est le cours actuel du fleuve qui fait la frontière, alors que pour la Croatie, c'est un ancien cours du fleuve qui a été utilisé pour tracer l'ancienne frontière à l'époque de l'Autriche-Hongrie. Qui fait qu'il y a des poches où pour la Croatie, c'est serbe, et pour la Serbie, c'est croate. Ce qui fait qu'il n'y a littéralement personne qui veut faire appliquer une quelconque loi sur ces bouts de terrain-là, et du coup, il y a plein de micronations qui s'y sont installées. C'est plus ou moins des paradis fiscaux. Mon programme, c'est déclarer la guerre aux Liberland pour récupérer leur territoire, ou au moins d'y installer mon gouvernement en exil. C'est exactement la même chose au Bir Tawil, où l'Égypte et le Soudan veulent tous les deux ce gros triangle parce qu'il y a du pétrole dessus, et du coup reconnaître que ce gros triangle leur appartient, ça veut dire que ce petit bout-là leur appartiendrait pas, et du coup aucun des deux le veut. Et il y a déjà un mec qui s'est installé dessus. Envie de créer mon pays, et si j'allais sur une zone de non-droit à côté du Soudan, ça m'a l'air safe. Je suppose que la seule option qui me reste, c'est les eaux internationales. Exactement mec, tout le monde connaît Sealand, et d'entre toutes les micronations, c'est celle qui se rapproche le plus d'un état. Parce que leur plateforme était dans les eaux internationales au moment de l'indépendance, et que lors des multiples péripéties et coups d'état qui ont eu lieu à Sealand, les différents gouvernements anglais et allemands y ont envoyé des diplomates, ce qui sous-entend une reconnaissance de facto de Sealand. Et accessoirement que quand t'essayes d'aller à Sealand, les mecs te tirent dessus et ont des guns, ils en ont rien à foutre de la loi anglaise, c'est pas chez eux. Bon alors d'après la convention de Montevideo, un territoire pas naturel, c'est pas considéré comme valide, mais qui va empêcher ces gens de faire ce qu'ils veulent chez eux au milieu des eaux internationales? Pour en revenir au sujet, une entreprise pourrait complètement construire une île flottante, la foutre au milieu de la mer et la coincer dans le fond de l'océan pour que ce soit une vraie île. Faut juste énormément de thunes. Bon voilà, Google en a parlé pendant certaines conférences, mais désolé de vous décevoir, il n'y a aucun projet actuellement, ou on n'en sait rien en tout cas. Mais dans le monde entier, il n'y a aucun projet là-dessus en fait. Enfin sauf un. Pour les îles flottantes, il y a l'association Seasteading Institute qui s'occupe des îles flottantes dans les eaux internationales qui a été fondée en 2008. En gros, il regroupe différents projets à travers le monde, mais c'est souvent juste des hôtels qui louent des chambres flottantes super chères ou d'autres trucs à la con. Enfin sauf un, et c'est en France. En 2019, la compagnie singapourienne Blue Frontiers signa un accord avec la Polynésie française pour construire une ville flottante. Ce, probablement dans la commune de Teva-i-Uta, pas dans les eaux internationales donc. Le projet fait un peu rêver, jusqu'à 300 villas qui flottent sur l'eau,
répartis sur une ou plusieurs îles, et le tout financé par une collecte de fonds des donateurs riches, en gros, et en lançant une crypto-monnaie, le Varion, qui servira également de monnaie d'échange dans leur ville flottante. Voilà, le projet a apparemment été conçu pour avoir un impact positif sur l'environnement et accueillir les futurs réfugiés climatiques, d'où leur présence dans un lagon en Polynésie. Apparemment sans utiliser de ressources océaniques, quoi que ça veuille dire, avec des énergies renouvelables et bien évidemment en respectant les règles polynésiennes en matière d'environnement. Et surtout, le projet est un pilote dont l'objectif est à terme de développer une dizaine de villes comme ça autour du monde. Le futur. Nous sommes une sorte d'incubateur pour des technologies qui n'existent pas encore. Nous rassemblons énergie solaire, traitement des eaux usées et des déchets, et nous mettons tout ça sur une infrastructure flottante. Personne n'a jamais fait ça, nulle part. L'autre aspect excitant, c'est la construction d'une communauté qui va vivre sur cette île. Alors oui, ils veulent vraiment peupler le truc, c'est un projet gigantesque, 7500 m², aka un terrain de foot, avec des loyers accessibles comparables à ceux de grandes villes comme New York et Londres. Du coup, pas accessible. Le tout pour un léger coût d'entre 36 et 60 millions de dollars. Les études techniques et la recherche d'emplacement ont été financées par le Seasteading Institute, je sais pas si je le prononce bien, et la Polynésie est dans le projet pour la partie administrative auprès de l'État français. Bon alors c'est bien beau, mais pourquoi j'en parle maintenant si c'est pas dans les eaux internationales? Et bah pour le savoir, faut s'intéresser aux créateurs, non pas aux créateurs du projet polynésien, mais bel et bien aux créateurs de l'Institut qui le finance et le supporte, un certain Patrick Friedman. Né en Pennsylvanie en 1979, ancien ingénieur chez Google, il est aussi le fils de l'économiste David Friedman et petit-fils du prix Nobel d'économie Milton Friedman. Il a l'air intelligent. Alors pour être honnête, moi et mon gros cerveau on comprend absolument rien à leur théorie, mais ce qu'il y a à retenir c'est que les trois font partie du mouvement libertarien. Alors en très gros, c'est un courant assez populaire aux États-Unis qui prône la liberté totale pour chaque individu avec un état faible et un marché avec le moins de régulation possible. Donc plus de liberté d'entreprendre mais du coup moins de taxes et pas de redistribution des richesses. Avec du coup absolument tout de légal, l'avortement, le mariage gay, les putes en passant par toutes les drogues possibles et imaginables. Et du coup pas de loi bioéthique pour la recherche et c'est ce que tout le monde dit qui pourrait intéresser les grandes entreprises de créer leur propre état. C'est un courant complètement lié à notre sujet du jour dont on reparlera plus tard. Y a pas plus américain comme doctrine. C'est un peu le capitalisme au max, du moins dans ce que j'ai compris. Je suis pas économiste, j'ai 18 ans. Donc, tels les darons complotistes sur Facebook, je vous dirais de faire vos propres recherches sur ce coup-là. Mais pour vous aider à comprendre, je vais vous lire quelques citations de ce bon vieux Patrick. C'est pas un prénom. Blue Frontier sera un endroit stable qui ne dépendra pas des influences géopolitiques fluctuantes. C'est l'incubateur parfait et une alternative pour les personnes déçues par leur gouvernement. Imaginez un pays dirigé par Starbucks ou Apple qui vous proposerait des services aussi satisfaisants que leurs produits. Les gens se ficheraient bien de ne pas avoir le droit de vote. Voilà donc à terme on peut parfaitement imaginer un monde où le pays où tu vis se choisit, où le gouvernement s'achète comme un bien de consommation. N'importe quelle entreprise qu'elle ait fonds peut posséder son propre pays, y faire ce qu'elle veut, et elles peuvent se faire concurrence entre elles. On peut même imaginer plusieurs gammes d'îles, les riches allant dans de belles îles flottant dans les océans chauds, louer des maisons spacieuses, tandis que les plus pauvres devraient se rabattre sur des pays moins chers, qui offrent une qualité de vie moindre, moins de liberté, voire qui respectent pas les droits de l'homme. Moi je dis pourquoi pas une île camp de travail, où les habitants sont mis au travail forcé pour avoir le droit de rester dans le pays. Ça, c'est ce que je veux pour Serious Island. Ouais, pour en revenir au projet polynésien, avec eux on se rapproche déjà plus de l'idéologie libertarienne, car en plus de sa propre monnaie, le pays devait se situer dans une zone économique spéciale, censée faciliter l'implantation des entreprises, ou plus ou moins un paradis fiscal, ce que l'État français n'a pas eu l'air d'aimer. Oui, car, spoiler, son projet d'île flottante a coulé. Bon alors j'en sais rien, mais aux dernières nouvelles, le projet cherchait un nouvel endroit où s'installer contre 100 000 $, car la Polynésie les avait dégagés de chez eux, et ce pour plusieurs raisons. Alors déjà d'un point de vue écologique, des pêcheurs s'en sont plaints, et l'État voyait mal l'implantation d'une zone économique spéciale gérée par des investisseurs étrangers sur son territoire. Tu m'étonnes. Il y a même eu des petites manifestations en Polynésie, avec une mobilisation juste avant les élections, notamment par le parti Tavini Woratira dont j'avais déjà parlé il y a longtemps. Donc le gouvernement s'est complètement retiré du projet et a cessé toute collaboration avec Blue Frontier, et leur site a fermé. Et leur chaîne YouTube est plus active depuis 4 ans, une chaîne bien cheap pour un projet à 50 millions de $. Bon, bah je suppose que j'ai qu'à créer une petite île artificielle en Océanie. Il y a bien un endroit dans les eaux internationales où il y a des hauts fonds. Ou au pire, j'irai à côté d'un pays qui existe déjà. Comme par exemple, pour rester dans le mouvement libertarien, la République de Minerva. Quelle belle transition, c'est bien fait, hein.
construite sur une île artificielle près des Tonga. Donc pas vraiment dans les eaux internationales du coup. La République de Minerva vit le jour en 1972. Mais en dessous de l'île, et même la plupart de l'île, c'est des récifs. Ou plus exactement 2 atolls connus des Européens depuis l'échouage du Rosalia en 1807, un navire anglais. Alors sur Google Maps, si on zoome beaucoup, on peut voir un atoll juste à côté du point indiqué par la recherche, donc je suppose que ça doit être ça. Voilà, donc ça ressemble à ça, avec un atoll de sable et de calcaire, et de débris de coraux. Alors ils sont submergés à marée haute, mais ça compte. À marée basse, à eux deux, on est sur une douzaine de kilomètres carrés, ce qui est à peu près autant que les atolls Tokelau, qui sont presque un pays, et où il y a quand même 1000 habitants. Si on dézoome un peu, en tout cas, on peut voir que c'est au sud des Tonga et des Fidji. Les îlots sont baptisés Minerva par l'anglais Henry Mangles Denham, justement en mission pour cartographier les environs en 1854, après qu'il ait échoué son bateau dessus. L'objectif de base étant d'établir des itinéraires sûrs pour la navigation dans le Pacifique Sud, un travail un peu trop bien fait. Le nom Minerva venant lui cependant d'un autre bateau, un baleinier australien qui s'y était échoué plus tôt, dont il restait les débris. Un peu plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, dans leur lutte contre les Japonais, les Américains y construisirent quelques plateformes, dont j'ai honnêtement aucune photo, ainsi qu'un petit phare qui ne servirent jamais et furent abandonnés. Ça me rappelle quelque chose. Mais ça c'était jusqu'en 1971 et l'arrivée de l'américain Michael Oliver. Né en Lituanie, il est lui-même adepte du mouvement libertaire et millionnaire dans l'immobilier à Las Vegas. Bah ouais, le mec avait les moyens de construire une île dans les eaux internationales. Il pouvait réussir pas mal de critères pour avoir un pays, il y avait du potentiel. Oui, parce que faut le savoir, c'est des atolls tellement OSEF qui sont revendiqués par aucun territoire. Par exemple, lors de la proclamation du territoire en 1887, les Tonga ont juste pas pensé à les inclure. Et aussi en 1972, ils font pas partie des Tonga ni des Fidji, mais il faut se rappeler que c'est 2 pays qui sont indépendants seulement depuis 2 ans à ce moment-là. Des barges de sable partent de l'Australie. Ça tombe bien, ils en ont plein. Pour créer une petite île permanente sur laquelle est construite une tour et un mât de drapeau. L'indépendance est proclamée via une déclaration et une lettre est même envoyée aux pays voisins, ce qu'ils ont pas aimé. Une monnaie est frappée, le dollar de Minerva, et un certain Maurice Davis est nommé président. Sauf que... Sa Majesté le roi Taofao Tupu IV proclame: les récifs connus sous le nom de North Minerva Reef et South Minerva Reef ont longtemps servi de lieu de pêche pour le peuple tonjuan et ont longtemps été considérés comme appartenant au royaume des Tonga. Nous considérons qu'il est opportun que nous confirmions maintenant les droits du royaume des Tonga sur ces îles. En conséquence, bon en gros ça sent pas bon, j'ai un peu raccourci et mal traduit la proclamation, mais ce truc est officiel, c'est sorti le 15 juin 72 dans un journal tongien. Et à vrai dire, dès février, plusieurs états du Pacifique s'étaient réunis contre cette menace, preuve que c'était quand même très pris au sérieux. Et pendant cette réunion, le consensus a été pris comme quoi ces atolls devaient devenir tongiens. L'armée des Tonga est donc venue gentiment dresser leur drapeau sur ces îles, et suite à ça le président a été viré par Michael Oliver. Bon, ça a été un peu la mort du projet. Mais en 82, 10 ans plus tard, un groupe d'Américains a été viré de l'atoll pour l'avoir occupé illégalement pendant 3 semaines. Et ils ont depuis 2003 un gouvernement en exil. L'épopée aura au moins eu pour effet de créer une dispute territoriale entre les Tonga et les Fidji, puisque ces derniers viennent depuis régulièrement pour détruire les équipements tongiens sur place. En Océanie, ils ont pas notre temps, ils se battent pour des bouts de coraux. Alors virtuellement, on peut voir que c'est possible de réunir les 4 badges pour créer un nouveau pays. La plupart des terres étant occupées, mais il y a toujours la bonne vieille technique des eaux internationales. Il y a des pays assez OSEF en Océanie, et je me dis qu'avec beaucoup d'argent, il y a peut-être moyen de les dépasser, de faire plus grand, plus riche, plus peuplé. Mais le plus gros obstacle en réalité, c'est d'avoir la reconnaissance des autres États. Ce qu'il faut en fait, c'est surtout de la crédibilité. Et la crédibilité, ça peut peut-être s'acheter, mais il faut beaucoup d'argent. Après, faut voir aussi si les autres pays vont accepter et laisser faire ça. À la fois, j'ai envie de voir leur réaction de mon vivant, et à la fois, pas du tout.